Le 16 janvier 2001, en plein milieu de la journée, des coups de feu éclatent au Palais de Marbre, à Kinshasa. Un économiste présent dans le bureau ce jour-là voit tout. Il s'appelle Émile Mota. Il n'a jamais témoigné publiquement. Pas une seule fois. Et sur le corps du tireur mort un garde du corps, les enquêteurs trouvent une lettre, signée, selon les autorités congolaises, par l'attaché militaire de l'ambassade américaine, avec un numéro de téléphone. Et une phrase « En cas de problème, appelez ce numéro ». Ce document n'a jamais été rendu public. 24 ans après, l'affaire est officiellement non élucidée. Voilà ce que les témoins, les archives et les documents révèlent vraiment. Un homme qui a mis 32 ans à prendre le pouvoir et 4 ans à se faire tuer par ses propres gardes du corps. Il avait renversé Mobutu en 1997 avec l'aide du Rwanda. En 2001, le Rwanda voulait sa peau. Il gouvernait un pays plus riche que la plupart des nations d'Europe et il était entouré d'ennemis sur tous les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur, dans ses propres bureaux. Le jour de sa mort, une délégation iranienne l'attendait pour négocier de l'uranium du Katanga. Et le soir même de son assassinat, 11 marchands de diamants libanais étaient exécutés sommairement dans la capitale avant que quiconque ait pu les interroger. Ce que je vais te raconter, ce script ne te donnera pas de coupable définitif, parce que personne ne peut honnêtement prétendre en avoir un. Ce que je vais faire, c'est te donner les faits, les vrais, les vérifier, les documenter, et te montrer exactement où ils s'arrêtent et pourquoi. Il y a 4 scénarios possibles pour ce crime. 4. Et selon les archives disponibles, plusieurs peuvent être vrais en même temps. C'est ça, le vrai visage des crimes d'État. Les Kadogo. Pour comprendre le 16 janvier 2001, il faut remonter à novembre 2000. À cette époque, Kabila a un problème. Ses propres soldats le détestent. Ces soldats, on les appelle les Kadogo. Ce mot swahili désigne les petits, les enfants soldats, qui avaient rejoint la rébellion de Kabila dans les années 1990, certains à l'âge de 8 ou 9 ans. Ils avaient marché des milliers de kilomètres à travers la jungle pour l'aider à renverser Mobutu. Pour eux, Kabila n'était pas seulement un chef politique, c'était quelque chose de plus proche d'un père. Bon, en novembre 1997, Kabila fait arrêter Massassou N'Indaga, le chef le plus populaire des Kadogo, pour fraternisation avec des ennemis de l'État. Il le relâche sous pression, mais le signal est donné. 3 ans plus tard, en juin 2000, Kabila fait quelque chose d'encore plus grave aux yeux des Kadogo. Il serre la main de Paul Kagame, le président rwandais. Kagame, pour les Kadogos, c'est l'ennemi, c'est la trahison ultime. Le 1er novembre 2000, Massassou N'Indaga est arrêté une deuxième fois. Le 27 novembre 2000, il est exécuté à Pweto sans droit d'appel. Kinshasa nie l'exécution dans un premier temps, puis confirme. Trop tard, quelques jours après, des centaines de Kadogo fuient vers Brazzaville. C'est là que naît l'opération Mbongo Zero. L'opération Mbongo Zero, Mbongo en swahili, ça veut dire buffle. C'est comme ça que les conjurés appellent Kabila, en secret, une référence à sa corpulence. Selon des sources proches de l'enquête et des témoignages recueillis par des journalistes du Monde, un groupe de Kadogo dissidents rédige à Brazzaville un document précis. Comment s'infiltrer dans le palais de Marbre, comment approcher le président, comment l'éliminer. Le document existe. Il n'a jamais été rendu public par les autorités congolaises. Le 10 janvier 2001, 6 jours avant le meurtre, la machine est en marche. Selon la commission d'enquête officielle congolaise, de l'argent et des téléphones cellulaires sont distribués aux gardes présidentielles. Une coalition se forme, impliquant des acteurs à Kinshasa et dans une capitale voisine, dont le nom n'a jamais été officiellement confirmé. Et le 15 janvier 2001, la veille de sa mort, Kabila fait exécuter 47 Kadogos qu'il soupçonne de complot. 47. Le reste du réseau, lui, tient, persiste. Attends, la délégation iranienne, il y a un détail que presque aucune analyse officielle n'a jamais mentionné. Le 16 janvier 2001, au matin, une délégation iranienne est arrivée au Palais de Marbre. Elle attendait une audience avec le président Kabila pour négocier une transaction de l'uranium du Katanga en échange d'un soutien politique et économique de Téhéran. Des archives et des sources documentées confirment la présence de cette délégation ce jour-là. 6 janvier 2001, la scène, il est environ 14 heures. Laurent Désiré Kabila est dans son bureau du Palais de Marbre. En face de lui, Émile Mota, son conseiller économique. Ils discutent du sommet imminent avec la France,
Une réunion que Kabila espère transformer en bouclier diplomatique pour sa présidence fragilisée. Un garde du corps entre dans la pièce. Il s'appelle Rachidi Mizelle, alias Kaseleka. Kabila se penche vers lui, pensant que le jeune homme veut lui parler à l'oreille. Rachidi sort une arme. Il tire. Le nombre exact de coups de feu est encore contesté. 3, selon certains témoins, 4, selon d'autres. Le rapport balistique, lui, n'a jamais été rendu public. Le colonel Edi Kapand, aide de camp de Kabila, affirme avoir entendu les coups de feu, s'être précipité dans le bureau, puis avoir abattu Rachidi, qu'il identifie comme le tireur. D'autres sources, dont des témoignages recueillis par des enquêteurs, affirment que Kapand aurait lui-même tiré sur le président avant de tuer Rachidi pour faire disparaître le seul autre tireur. Kapand clame son innocence depuis 20 ans. La lettre « Bon ». Sur le cadavre de Rachidi Mizelle, les enquêteurs découvrent quelque chose. Une lettre, prétendument signée par l'attaché militaire de l'ambassade américaine à Kinshasa, avec un numéro de téléphone et la phrase « En cas de problème, appelez ce numéro ». Les autorités congolaises et Edi Kapand maintiennent avoir trouvé cette carte de visite sur le tireur mort. Du côté américain, la réaction est immédiate, la revendication est ridiculisée, démentie, sans preuve documentée. Ce document n'a jamais été examiné par un tribunal indépendant. Il n'a jamais été authentifié. Il n'a jamais été démenti avec des preuves. C'est la pièce manquante la plus explosive de toute l'affaire. Le même soir, dans les heures qui suivent l'assassinat, quelque chose se passe dans Kinshasa. 11 ressortissants libanais, liés au milieu du négoce de diamants à Kinshasa, sont enlevés dans la capitale et exécutés, sommairement. Qui a donné cet ordre? Personne ne le sait. Aucune enquête n'a jamais été ouverte sur ce massacre parallèle. Ces 11 hommes avaient-ils des informations sur le complot? Étaient-ils des financiers, des intermédiaires ou des témoins gênants? Aucune réponse officielle. Jamais. Le mensonge des 3 jours. Le 17 janvier, le gouvernement congolais annonce que Laurent Désiré Kabila est vivant, transporté au Zimbabwe pour des soins. Le docteur Léonard Machakomamba, ministre de la Santé, présent dans un bureau adjacent au moment du crime, confirme plus tard avoir vu du sang et une arme dans le bureau. Il indique que Kabila était selon toute vraisemblance mort sur place. Le 19 janvier seulement, le décès est officiellement annoncé depuis Harare. Pourquoi 3 jours? Très probablement pour organiser la succession. Le 26 janvier, Joseph Kabila, 29 ans, est inauguré président. Sans cadre constitutionnel clair, sans élection. Les 4 scénarios, les enquêteurs, les journalistes, les experts, qui ont travaillé sur ce dossier depuis 20 ans, en sont arrivés à 4 scénarios distincts. Aucun n'est définitivement prouvé. Plusieurs peuvent coexister. Scénario A, acte de vengeance spontanée des Kadogo sans commanditaire extérieur. Le meurtre serait la réponse directe à l'exécution de Massassou. Scénario B, complot orchestré depuis Kigali, utilisant les Kadogo dissidents comme exécutants. Ce scénario est étayé par un fait documenté. Après le meurtre, plusieurs conspirateurs ont fui directement au Rwanda, où ils ont obtenu des positions politiques et économiques. L'enquête d'Al Jazeera, menée pendant 1 an, conclut que le Rwanda a orchestré l'assassinat en sachant que les États-Unis n'y étaient pas opposés et en offrant refuge aux impliqués. Scénario C, coupe interne impliquant Edi Kapand, voire Joseph Kabila lui-même. Bizima Kahara, ancien ministre des Affaires étrangères devenu opposant, a déclaré à la télévision belge, sans fournir de preuves, que Joseph Kabila aurait abattu son propre père. Fiabilité très basse. Mais la déclaration existe. Scénario D, réseau libanais du diamant. Des marchands financent le complot, puis sont éliminés le soir même pour faire taire les témoins. Ce scénario expliquerait les 11 exécutions du soir, le procès et ses anomalies. Le 23 mai 2001, la commission d'enquête officielle conclut que l'assassinat n'était pas un acte isolé, mais faisait partie d'un complot pour réaliser un coup d'État impliquant le Rwanda et l'Ouganda. Le correspondant de la BBC à Kinshasa qualifie ce rapport de simple blanchiment. Le 7 janvier 2003, Edi Kapand est condamné à mort, ainsi que 25 autres accusés. Les organisations de droits humains dénoncent le procès. Les experts légistes notent une anomalie physiquement impossible dans les conclusions balistiques. Une balle tirée à bout, portant sur la tempe avec un pistolet 9 mm, ne peut pas rester incrustée dans le crâne. Ce rapport d'expertise ne sera jamais rendu public. La sentence de mort n'est jamais exécutée. En 2020 et 20 ans après les faits,
le président Félix Tshisekedi gracie Edi Kapande et ses co-accusés. La grâce n'est pas un acquittement. Le dossier judiciaire n'est pas rouvert. Et en 2025, Kapande est promu au rang de général et redéployé comme chef de la 22e région militaire au Grand Katanga. Un homme condamné pour l'assassinat d'un président, gracié puis promu général, dis-moi si c'est normal. Voilà où nous en sommes. 3 pièces manquantes qui, si elles existaient, pourraient transformer cette affaire non élucidée en crime d'État documenté. Les archives du procès militaire de 2003 jamais rendues publiques, le rapport balistique complet jamais publié, la lettre retrouvée sur le tireur jamais authentifiée, jamais démentie avec des preuves. L'histoire de Laurent-Désiré Kabila, c'est l'histoire d'un homme qui a consacré 30 ans de sa vie à prendre le pouvoir et qui a été trahi par ceux-là même qu'il avait armés, formés et promus. L'histoire de Laurent-Désiré Kabila, c'est aussi l'histoire d'un pays dont les ressources naturelles, uranium, diamant, coltan, cobalt, ont fait de chaque président une cible potentielle pour des puissances que l'on ne voit jamais dans les dossiers judiciaires. L'histoire de Laurent-Désiré Kabila, c'est enfin l'histoire d'une vérité étatiquement enterrée, un procès expéditif pour servir de bouc émissaire, une grâce sans réhabilitation, des témoins morts ou en exil, et un commanditaire probable qui n'a jamais été formellement poursuivi. 24 ans après l'affaire et officiellement non élucidé. Et les 3 pièces manquantes sont toujours dans un tiroir.